un grand merci à tous les quatre pour cette conversation qui était une vraie conversation, vraiment passionnante et très riche. On va donc passer la parole à la salle. Alors, il y a 2 micros qui vont circuler, donc je vais voir si je peux m'en sortir toute seule au départ. Qui veut poser la première question? Alors, c'est toujours un petit peu difficile. Monsieur. Vous avez parlé de la confusion qu'il peut y avoir entre mémoire et conscience. Je trouve ça extrêmement intéressant et je voudrais votre avis sur un élément qui est sur comment dire, un récit que fait souvent Semprin dans l'écriture ou la vie. Il raconte ces rencontres qui ont lieu dans les latrines où tout le monde vient et pour réciter du Baudelaire, du Rimbaud. Moi, je trouve ça magnifique, très romantique. En même temps, j'ai beaucoup de mal à faire la part des choses. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Alors ça, c'est tout à fait vrai. On a plein d'autres témoignages de personnes pas du tout connues qui racontent cet épisode. J'ai cité tout à l'heure Bertrand Hertz, qui a été déporté, alors il était prévu, si je puis dire, pour Auschwitz, mais on ne sait pas pour quelle raison, le train s'est finalement arrêté à Buchenwald, où il est allé avec son père. Et Bertrand Hertz, 14 ans, raconte qu'il a chanté du Handel dans les latrines sous la houlette de Pierre Alvax, le fils de Maurice Alvax. Pierre Alvax était musicologue et Pierre Alvax avait monté une chorale et la chorale répétait dans les latrines. Donc ça, on a le témoignage de Bertrand, on a le témoignage de plein d'autres personnes qui effectivement chantaient. Il faut se rappeler que Buchenwald est un camp un peu particulier, avec une très forte organisation de résistance et que tous les résistants, donc il y a 26 nationalités à Buchenwald, tous les comités de résistance clandestins mettent en place une ville culturelle parce que, comme dit le peintre Boris Statisky, déporté lui aussi là-bas, il faut éloigner l'homme du désespoir. Et donc il y a une organisation pour tous les nouveaux arrivants et on va essayer de maintenir le moral. Par exemple, Christian Pinault, qui va passer toute sa déportation sous son pseudonyme de Grimaud, et organise un cabaret à Buchenwald où chacun va jouer des opérettes et des chansons paillardes, etc. À Buchenwald, il y a eu des concours de poésie, etc. Il y a des publications clandestines, puisque des gens comme Yves Dariette et autres ont écrit à Buchenwald, ont planqué, grâce à la complicité des camarades, ces textes, les ont sortis à la Libération et ça a été publié en 1945. Donc oui, ce n'est pas de la poésie imaginative de Semprin, c'est vrai. De même que l'orchestre de jazz clandestin organisé par Irizak, antifasciste tchèque, qui est devenu après la guerre journaliste pour un grand journal comme le Stern. Donc oui, il y a eu tout ça à Buchenwald. Buchenwald, c'est le monde des paradoxes. Et il y avait aussi, bien sûr, la torture, le bunker, la place d'appel, les expérimentations médicales contre le typhus. C'est tout ça dans le même enclos, comme dit Semprin. Quelque chose par écho, et en même temps le fait que le narrateur Semplunien rapporte que voilà, il récite du Rimbaud dans les latrines du camp, ça a pu lui être reproché aussi par certains détracteurs qui disaient mais voyons, le camp n'est pas un endroit où on récite de la poésie, dans les latrines du camp c'était aussi l'endroit où se trouvaient les musulmans, comprendre non pas les croyants mais ceux qu'on appelait ainsi dans les camps et qui étaient à la limite de leur force physique et mentale. Donc il y avait ces deux populations qui se côtoyaient, ceux qui avaient encore la force d'aller retrouver un petit peu de contact humain, de faire aussi leur petit trafic, et ceux qui étaient vraiment au bout du bout et qui du coup se cachaient dans les latrines. Et ça a pu lui être reproché. Et pourtant, Semplun montre bien ces deux réalités. Si on lit attentivement l'écriture ou la vie, ou le mort qu'il faut, on voit bien ces deux réalités-là. Semprin dit lui-même que ce lieu paradoxal, comme tu dis, des latrines, était un lieu de liberté. D'abord parce que les SS qui se méfiaient de ce lieu extrêmement malsain, porteur de maladies, etc.,
le sillonnait pas comme il sillonnait probablement les autres rues, tous les autres emplacements de Buchenwald. Donc c'était un lieu curieusement protégé et un lieu de poésie. Oui, ça c'est un des côtés admirables et de la culture et de certains déportés. Je voudrais juste apporter un complément, puisque à Buchenwald, et ça avait été reproché aussi après que Semprún ait eu l'occasion d'en parler, il y avait une bibliothèque dans laquelle il a pu retrouver notamment Faulkner. Il n'y avait pas que les livres qui étaient imposés par les nazis, dont le fameux torchon d'Hitler, mais il y avait toute une littérature qu'on pouvait trouver ici. Et la création artistique, étant musicien de formation, était importante, que ce soit dans les camps de concentration, mais aussi dans les stalags. Une œuvre comme le Quatuor pour la fin des temps de Messiaen a été écrite et créée dans un stalag. Et par ailleurs, tout le monde connaît l'activité musicale qu'il y avait au camp de Theresienstadt, avec des compositeurs comme Haas, comme Krasa. Donc il y avait aussi une activité culturelle, souvent clandestine, souvent les dimanches. C'est comme ça que Semprún retrouvait Altlax, retrouvait Maspero. Voilà, donc c'est vrai que ça peut paraître assez paradoxal, et c'est un paradoxe du camp de voir que il y a à la fois le mal radical, mais aussi une vie culturelle, une survie culturelle, et la poésie a été pour les déportés, notamment pour Semprún, quelque chose d'important pour pouvoir justement arriver à survivre dans cette horreur. C'est tout à fait vrai, bien entendu, mais simplement il faut rappeler que les activités culturelles qu'on évoque étaient rares. C'était pas à la fois le mal radical et la culture. On ne peut pas tout à fait dire ça tout de même. C'était quand on pouvait, dans de vagues espaces, dans de vagues interstices, la possibilité d'accéder à des œuvres qui étaient une possibilité rare, et tout était organisé pour qu'elles soient le plus rare possible. Il faut quand même se souvenir de cette dissymétrie, sinon on pourrait avoir une vision un peu inexacte. Bonjour. Dans le cadre d'une recherche universitaire qui m'amène à travailler sur certains livres de Jacques Semprún, je me suis aperçu d'un intertexte qui est assez surprenant et qui rapproche la Commune de Paris avec les survivants d'Auschwitz passés par Buchenwald et la création de l'État d'Israël. Je vous l'explique très succinctement et très rapidement. Dans l'autobiographie de Federico Sanchez, Semprún parle de la Commune, il le fait à plusieurs de ses livres, et il cite, et c'est très important à voir le texte, il cite une lettre de Marx à son ami le gynécologue Kugelmann, dans lequel il parle des ouvriers de la Commune, des artisans de la Commune, en disant que c'était des Himmelstürmer, ceux qui partent à l'assaut du ciel. Et Marx félicite leur expérience, ceux qui partent à l'assaut du ciel. Dans Quel beau dimanche, où nous avons effectivement ce passage extrêmement bouleversant des survivants d'Auschwitz, où Semprún intervient pour, espère-t-il, sauver un d'entre eux en le requalifiant en ouvrier électricien. Et puis un peu plus loin dans Quel beau dimanche, il parle des Juifs débarqués en Palestine et formant les rangs de la Haganah pour partir à l'assaut de la forteresse de la Légion arabe de la Troune. Il imagine, il espère que ce juif de Buchenwald, Auschwitz-Buchenwald, qu'il a, espère-t-il, sauvé, fait peut-être partie de ces combattants de la Haganah. Et il a cette phrase magnifique, je la cite, je ne vais pas la lire, donc je suis peut-être de mémoire pas tout à fait exact, mais il dit « Les survivants d'Auschwitz, de Buchenwald, partaient à l'assaut du ciel pour se redonner une patrie ». Donc le lien, ceux qui partent à l'assaut du ciel, c'est Marx, c'est Himmelstürmer, et je trouve que le rapprochement que fait Semprún ici, moi, m'a beaucoup touché. Voilà. Semprún est un combattant, toute sa vie est une vie marquée par la résistance et l'engagement. Donc chez lui, on va retrouver comme fil rouge partout des hommages à toute une série de combattants, en fait. Ça parcourt vraiment tous ses écrits, toute sa force admirative. Il dit dans une préface, alors je ne me souviens plus, c'est bête, je ne suis pas Françoise, donc je ne me souviens plus dans quel livre c'est. Mais dans une de ses préfaces, il dit il faut se ressourcer au courage des combattants. Donc en fait, on va retrouver ça un peu partout.
je pense que la lutte, mais la lutte de combat, parce que je pense que Semprin est aussi un combattant guerrier. Il l'a montré dans son engagement maquisard, je dirais, entre guillemets, et il a toujours pensé que, comment dire, la vie n'avait de sens que si on la risquait. Alors pas pour n'importe quoi, bien sûr, mais si on la risquait pour ce qui a été quand même le support de sa vie, l'appui, la valeur de la liberté. Et c'est donc normal partout où il y a lutte pour cette liberté et pour la dignité de l'homme, il parle. Alors il ne parle plus au nom d'un parti, il n'est plus un intellectuel organique, il parle en son propre nom, mais il le fait. Si je peux ajouter quelque chose, ce qui aurait été intéressant, c'est... bon, si on était encore là, moi j'aurais beaucoup aimé avoir son retour. Alors lui qui a défendu les idéaux marxistes, ensuite l'idéal démocratique européen, de voir maintenant, voilà, dans des moments où la démocratie peut faire face à certains dangers, peut aussi présenter certaines failles, dans les moments où la construction européenne, elle montre aussi ses limites dans sa capacité d'hospitalité et d'accueil. Je pense par exemple à la problématique migratoire. Dans ces moments où, dans des pays qui sont des puissances mondiales, il y a des camps de rééducation, des camps de réfugiés qui se créent de nouveau ou qui s'installent dans la durée. Ça aurait vraiment été intéressant d'avoir son retour là-dessus. Lui qui a fermement cru ensuite dans l'idéal démocratique européen, qu'est-ce qu'il aurait pu en tirer, ou ce qu'il aurait pu interpréter de l'actualité de ces dernières années. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'idéal européen des déportés n'a rien à voir, mais strictement rien à voir avec l'Europe d'aujourd'hui. Bon, on ne va pas rentrer dans des débats très politiques, mais je pense qu'on se sert souvent du fait que l'Europe soit née dans les camps pour justifier toute une Europe qui est un peu bizarroïde. Donc je ne suis pas certaine qu'on parle tout à fait de la même chose. Oui, on est bien d'accord que voilà, mais il a quand même publié un livre avec Dominique de Villepin qui s'appelle L'homme européen. Il revendique l'importance d'une culture européenne, d'un socle européen commun, et on est d'accord qu'il n'a rien à voir avec ce qu'il fait maintenant. Mais justement, ce serait intéressant de pouvoir confronter ce que lui a pu rêver, développer avec. Au moment où il fait ce livre avec Villepin, ça avait parfaitement à voir avec l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, je suis désolé. C'était la construction européenne telle qu'elle a lieu en ce moment. Je pense qu'il aurait continué à lutter pour avoir une Europe différente. Et que cette idée de l'Europe, il ne l'aurait pas lâchée, mais il n'aurait pas évidemment voulu toutes les compromissions que l'Europe d'aujourd'hui est obligée ou décide de faire, mais qu'il aurait encouragé tout ce qui préservait l'unité et la lutte non seulement pour la liberté, mais pour le bien-être du monde entier. Parce que moi, je pense que ce qui m'a beaucoup frappé chez Semprin, et de plus en plus, c'est que ça n'est pas l'homme du je, c'est l'homme du nous. C'est l'homme de la fraternité, et quand il parle du miel de la fraternité humaine, là, je pense que c'est le vrai Semprin. Maintenant, le chemin est difficile, il est multiple, et je pense qu'il avait choisi, ayant été très près du Parti communiste, je pense qu'il a choisi un jour le parti pris d'une réforme constante, d'une démocratie en révolution et en réforme permanente, pour ne pas qu'il n'y ait pas les brutalités des régimes totalitaires. Alors évidemment, l'attente, c'est long, c'est difficile. J'en parle en connaissance de cause parce que un de mes regrets de quitter un jour ce monde, c'est peut-être de ne pas voir une Europe telle que nous la rêvions. Alors, on va prendre une dernière petite question pour bien rester dans le timing de notre journée.
Est-ce que quelqu'un peut encore poser une question? Monsieur. Vous avez connu Georges Emprunt. Vous avez connu Georges Emprunt. Était-il quelqu'un de religieux, de spirituel? Alors, je pense qu'il a été quelqu'un de religieux durant tout le temps de l'appartenance étroite au Parti communiste. Il parle lui-même de sa religiosité communiste, religiosité où la raison et l'esprit critique n'avaient pas leur place. Il a dit clairement qu'il ne croyait pas en Dieu, bien qu'il comprenne tout à fait la croyance de certains. Il a dit quelque part, Dieu existera tant qu'il y aura des hommes pour y croire. Alors en ce qui concerne la spiritualité, tout dépend du sens qu'on donne à ce terme. On n'a pas le temps de creuser beaucoup, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment une transcendance chez lui, mais il y a une fraternité et une liberté qu'il a mis au-dessus de tout. Grand respect d'ailleurs de Semplou pour les Bibelforscher, les fameux témoins de Jéhovah qui ont été persécutés pendant le Troisième Reich. Et justement, je crois que c'est, enfin, a priori de ce que j'ai lu du corpus, tout corpus que j'ai pu aborder, c'est un des seuls auteurs qui vraiment en parle longuement, qui leur rend hommage, etc. Après, si vous voulez un auteur déporté chrétien, vous avez Jean Quérol, qui, lui vraiment allie sa foi à son expérience concentrationnaire en développant tout un Christ noir pékin, etc. Alors, encore une petite question, parce que la question était très courte. Est-ce que... Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la présence de Sembrun dans l'espace public et médiatique, aujourd'hui, en 2021, en France? Personnellement, je regrette que cette présence se soit, pour le moment, je l'espère, estompée. Il y a toujours des lecteurs, il y a toujours des enseignants qui font venir des déportés de moins en moins, parce qu'il n'y en a plus, mais des gens qui sont capables de parler de la déportation. Il y a l'association des Amis de Georges Emprunt qui essaie d'allumer partout les petites lumières de la mémoire, mais je pense que ça arrive à beaucoup d'écrivains, qu'il y a un creux, là, au niveau de l'espace public. Il parlait souvent à la télévision, grâce à Bernard Pivot d'ailleurs, et il était là extrêmement écouté, parce que, comme disaient les journalistes, il passait très bien. Sa chaleur communicative, sa simplicité aussi, puisqu'il n'avait aucune vanité. Bon, maintenant, évidemment, sa présence nous manque, mais je pense qu'on va le relire, et une réunion comme celle d'aujourd'hui, justement, est faite pour relancer, sans doute, sa lecture qui nous est aujourd'hui toujours très nécessaire. Oui, justement, si je me permets d'ajouter un mot, il souffre peut-être du creux de personnes qui ont été très exposées médiatiquement. Et peut-être que l'enjeu, c'est justement que tout le monde comprenne que c'était pas un personnage médiatique, que c'était pas simplement une parole publique, mais que c'était une œuvre. Donc la question, c'est surtout désormais que cette œuvre puisse être lue. Il y a des rééditions, nous en parlions tout à l'heure. Il y a un volume chez Gallimard de Quarto qui rassemble ses œuvres principales. Il semble qu'il soit toujours disponible. Il y a des poches, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de rééditions. Et l'enjeu, en réalité, désormais, c'est qu'il soit le plus possible réédité. Donc, voilà, si Antoine Gallimard était dans la salle, il pourrait nous dire. Mais en tout cas, il faut, voilà, est-ce que ces éditeurs pensent à continuer à le rééditer? Est-ce qu'on va faire circuler son œuvre? Ça me paraît être l'enjeu principal aujourd'hui. Que lire en premier, demande madame. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Je pense que tout dépend des gens qui la posent. Moi, aux adolescents, je conseille beaucoup Le Grand Voyage, parce que, je ne sais pas si vous partagez mon avis, Eva et Corinne, je pense que c'est une œuvre dans laquelle on entre bien, parce que c'est un adolescent. Il n'a pas 20 ans quand il entre dans la résistance. C'est quand même un peu fou quand on y pense. Il a fêté ses 20 ans en prison, dans la prison d'Auxerre.
Et je pense que les adolescents accrochent bien. Alors, pour des adultes, alors je dirais cultiver l'écriture ou la vie, bien sûr, parce que Georges Semprin peut être lu par n'importe qui à cause des fortes idées qu'il présente, mais il faut bien reconnaître que ça n'est pas un auteur facile, et que des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir les clés d'une certaine culture doivent faire effort pour le lire. Mais on y arrive. Moi, j'ai souvenir d'un ami à moi qui était ouvrier et qui m'a dit « Je le lis, j'ai le dictionnaire à côté de moi, j'ai lu ton livre, j'en lis d'autres. » Mais voilà, il faut cette volonté de, comment dirais-je, de s'extraire de sa situation pour aller plus haut. Le grand voyage, voilà, il y a tout cet idéal marxiste qui est là, et c'est beau quand même, l'idéal marxiste. Donc, marxiste, hein, pas communiste pour le coup. Il y a ce personnage du gars de Sémur qui l'accompagne dans le train qui n'existe pas, parce que finalement il a fait le trajet tout seul. Il y a tout ce pouvoir réparateur de la littérature de dire j'étais tout seul, mais dans le livre, je ne serai pas tout seul, il y aura quelqu'un avec moi. Ce qui du coup fait d'autant plus prendre conscience de l'horreur de ce fameux trajet. Vraiment, c'est moi en tout cas qui du coup l'ai découvert jeune et qui n'était pas familière de son œuvre. Pour moi, c'est le plus beau. Voilà. Après, vous avez un petit essai qui s'appelle Mal et modernité, si vous êtes plus philosophie, qui est bien, qui est court, qui est pas mal aussi. Oui, moi, sans conteste, le grand voyage, parce que, en fait, dans le grand voyage, on a toute l'œuvre future qui est en germe. Elle est présentée de façon très synthétique et très simple, avec des personnages attachants, donc on s'identifie tout de suite et on peut accompagner ce jeune homme dans son voyage vers le camp de Buchenwald. Très bien, je vous remercie. Juste un mot, encore Adieu vive clarté, qui raconte ses études à Paris, ça c'est un petit régal.